Les origines d'un acteur légendaire, la vie de Jean Dujardin avant la tempête Jean Dujardin. Ce nom évoque immédiatement le rire, la finesse, l'élégance à la française et un charisme indiscutable. Avant que ses dernières paroles ne fassent frissonner la France entière, avant que la maladie ne s'empare de lui dans une discrétion déchirante, il y avait l'homme, l'artiste, l'enfant du Sud. Ce premier chapitre revient sur la genèse d'un destin exceptionnel, sur les racines d'un comédien devenu icône. Bien avant les tapis rouges de Cannes ou les projecteurs d'Hollywood, il y avait un garçon nommé Jean, et un rêve qu'il n'osait même pas formuler à voix haute. Les racines d'Antibes, une enfance solaire. Jean Dujardin voit le jour le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Pourtant, c'est à Plaisir, dans les Yvelines, qu'il grandit dans une famille de la classe moyenne, baignée dans la bienveillance et la simplicité. Son père, Jacques, dirige une entreprise de menuiserie. Sa mère, Chantal, est mère au foyer. Le foyer Dujardin est chaleureux mais sans fioriture, l'humour y règne en maître, comme un remède au tracas du quotidien. Dès son plus jeune âge, Jean fait rire. Il amuse les cousins lors des repas de famille, imite les professeurs à l'école, compose des scénettes improvisées dans sa chambre avec ses frères. Mais loin d'imaginer une carrière artistique, il envisage un avenir plus classique. Après le bac, il s'oriente vers des études en lettres, qu'il abandonne rapidement. Il effectue alors son service militaire, une étape qu'il évoquera plus tard avec une pointe d'ironie et une grimace amusée. L'éveil artistique, les débuts à Paris et l'appel de la scène. La vocation ne frappe pas immédiatement. C'est en travaillant dans l'entreprise familiale que Jean Dujardin commence à réfléchir sérieusement à son avenir. Le rythme régulier, la routine, quelque chose lui manque. Il se sent étouffé par la normalité. C'est alors qu'il décide de tenter sa chance dans les cafés-théâtres parisiens. Il intègre alors la troupe Nous ce nous, un collectif d'humoristes formé avec des amis. C'est là que tout commence. Le groupe se produit dans des petites salles et les sketchs rencontrent un succès grandissant. Très vite, l'humour absurde et le talent d'imitation de Jean font mouche. Il se distingue par une gestuelle précise, un regard malicieux, une capacité à basculer d'un personnage à l'autre avec aisance. La troupe fait un passage remarqué à l'émission de télé Graines de Star sur M6. Le public tombe sous le charme. Jean Dujardin commence à se faire un nom. Mais c'est un certain personnage caricatural et pourtant terriblement attachant qui va propulser sa carrière. Brice de Nice, le tsunami médiatique. Brice de Nice, surfeur blond platine, immature, obsédé par le style et le fait de casser ses interlocuteurs, devient une icône pop en France. Le personnage naît d'un sketch puis explose avec le film du même nom en 2005. Jean Dujardin coécrit le scénario, joue le rôle principal et assure la promotion avec une énergie féroce. Le succès est immédiat. Le film, moqué par la critique mais adoré du public, devient un phénomène de société. Des jeunes imitent Brice. Les répliques deviennent cultes. Dujardin devient la star du moment. Mais lui ne s'y attarde pas. Il veut prouver qu'il peut faire plus que faire rire avec une perruque jaune. Le virage vers le cinéma sérieux, un acteur qui surprend. Ce que peu de comédiens réussissent à faire, Jean Dujardin l'accomplit avec brio. Passer du registre comique au drame. C'est avec le film OSS Antiette, Le Caire, Nid d'espion, 2006, réalisé par Michel Hazanavicius, que sa reconversion commence. Bien que le ton reste parodique, le jeu d'acteur se raffine. Il incarne Hubert Bonisseur de la Batte avec une élégance désuète, une bêtise savamment dosée et une maîtrise de la comédie physique héritée du burlesque. Puis viendra Un homme et son chien, Le bruit des glaçons, The Artist. Ce dernier, chef-d'œuvre du cinéma muet contemporain, le propulse sur la scène internationale. Sans dire un mot, Jean Dujardin conquiert Hollywood, séduit les critiques du monde entier et remporte l'Oscar du meilleur acteur en 2012. Un exploit pour un acteur français, le premier depuis Gérard Depardieu à être reconnu à ce niveau. Le choc de la célébrité, solitude au sommet. À mesure que son étoile brille, Jean Dujardin découvre les revers de la gloire. Le succès isole. Les paparazzis, les attentes du public, la pression des producteurs, tout cela crée un vide intérieur. Il se montre discret dans les médias, refuse les scandales, fuit les buzz. Il aime son métier, mais déteste le cirque médiatique. Ses relations personnelles en souffrent. Après une séparation médiatisée avec sa première épouse, il retrouve l'amour avec l'actrice Nathalie Péchala, qu'il épouse en 2018. Ensemble, ils forment un couple discret, solide, soudé autour de leur fille. Mais le doute, la fatigue et les premiers signes de maladie commencent à apparaître. Des migraines, une perte de poids inexpliquée, des douleurs persistantes. Jean, pudique, n'en parle à personne. Il continue de travailler, tourne des films, prête sa voix à des documentaires, participe à des œuvres caritatives. Mais en silence, la maladie gagne du terrain. Une vie en équilibre, entre introspection et intensité. Au fil des années, Jean Dujardin adopte un rythme de vie plus apaisé. Il s'installe dans le sud-ouest, près de Biarritz, où il retrouve la mer, les longues promenades, l'anonymat,
Il se consacre à sa famille, à ses passions, la littérature, la peinture, la musique. Il lit beaucoup, écrit des notes, médite. Ses proches le décrivent comme un homme profondément sensible, à l'humour tendre, souvent mélancolique. Il garde le contact avec ses anciens camarades de Nous c'est nous, échange des messages avec ses réalisateurs fétiches, mais refuse toute médiatisation excessive. Il apparaît rarement en interview, sauf pour défendre des projets qui lui tiennent à cœur. C'est aussi dans cette période qu'il commence à écrire, pour lui, des journaux intimes, des pensées, des lettres qu'il n'envoie jamais. Et enfin, un carnet noir qu'il emportera partout. Ce carnet deviendra, après sa disparition, un document bouleversant. Un recueil de mots simples, directs, profonds, un legs à ses proches, une confession à son public. Le murmure de la maladie, les premiers signes. À partir de 2023, son entourage remarque une baisse d'énergie. Jean décline plusieurs projets, annule des apparitions publiques. Il évoque de simples fatigues passagères. Mais un jour, après un malaise lors d'un tournage en extérieur, il accepte enfin de passer des examens approfondis. Le verdict tombe, brutal. Une maladie neurodégénérative rare, incurable, lentement progressive. Jean encaisse. Il reste silencieux plusieurs semaines. Puis il appelle son épouse, son agent, son frère. Et il prend une décision radicale. Il ne rendra pas sa maladie publique. Il continuera à vivre, à aimer, à créer, mais à huis clos. Le choix du silence, une dignité à toute épreuve. Le silence devient son armure. Seuls quelques amis proches nous sont mis au courant. Il poursuit des traitements expérimentaux à l'étranger, consulte des spécialistes anonymement, il refuse les interviews, les plateaux télé, les festivals. Sa dernière apparition publique remonte à l'avant-première de Sur les chemins noirs, où il semblait amaigri, mais lumineux. La presse ne spécule. Certains évoquent un burn-out, d'autres une retraite anticipée. Lui observe en retrait. Il sait que son corps le trahit peu à peu, mais il garde la maîtrise de ses mots, de ses gestes, de son héritage. Il se replie sur l'écriture, et c'est là que commencent ses dernières confessions, ses pensées les plus intimes, celles qu'il destinera à ses enfants, à sa femme, à la France qu'il aime tant. Le poids de l'héritage, entre pudeur et transmission, Jean Dujardin, conscient que le temps lui est compté, prend soin de laisser une trace. Il supervise la réédition de certains de ses films. Il enregistre des messages vocaux dans un studio privé à destination de ses proches. Il rédige des lettres, écrites à la main, qu'il glisse dans des enveloppes scellées. À chacun, il confie une facette de lui. À ses filles, il parle d'amour et de courage. À son épouse, il parle d'éternité. Il rédige aussi une lettre à la France, un texte bouleversant dans lequel il remercie son pays, ses spectateurs, ses collègues, ses amis. Une lettre qui ne sera publiée qu'après sa disparition, à sa demande. L'attente silencieuse, une tempête sous le calme. Le chapitre se termine avec l'image d'un homme assis face à l'océan, un carnet à la main, le regard perdu à l'horizon. Le soleil couchant illumine ses traits fatigués, mais sereins. Il écrit, encore et encore, il sait que bientôt sa voix ne pourra plus s'élever. Alors il laisse des mots, pour que, même absent, Jean Dujardin continue à parler au monde. Les confessions de l'ombre, les dernières semaines de Jean Dujardin face à la maladie. Le silence. Ce mot reviendra souvent dans ce chapitre car il a été le compagnon le plus fidèle de Jean Dujardin durant ces dernières semaines. Loin des plateaux, loin des projecteurs, loin du bruit du monde. C'est dans l'ombre, dans le secret et la retenue, que l'acteur oscarisé a entamé le chapitre le plus poignant de sa vie, celui de la lutte contre une maladie rare, cruelle et irrémédiablement fatale. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, il y avait de la lumière, celle des mots qu'il a laissés, de ses confessions, de ses ultimes pensées. Le diagnostic, l'instant où tout bascule. C'est en mars 2024, après une série de symptômes persistants, des pertes d'équilibre, des troubles de la mémoire, une fatigue anormale, que Jean Dujardin accepte enfin de consulter. Le diagnostic tombe comme une sentence. Une maladie neurologique dégénérative, rare, incurable. Les médecins sont clairs. Il ne lui reste que quelques mois, peut-être un an, pas plus. Pour Jean, tout vacille. Il a toujours été maître de son corps, de ses expressions, de ses silences. Et voilà que ce corps, qu'il a tant servi sur scène et à l'écran, devient son bourreau. Mais fidèle à lui-même, il ne s'effondre pas. Il s'isole, il s'organise, il commence à écrire. L'écriture comme refuge, les cahiers noirs de Jean. C'est dans une petite maison en bord de mer, au Pays Basque, qu'il se retire. Là, entre les pins et les falaises battues par les vents, Jean commence à noircir des pages. Ce sont ses cahiers noirs, pas des journaux intimes classiques, non. Plutôt des lettres, des pensées, des aphorismes. Parfois drôles, parfois douloureusement lucides, parfois même philosophiques. Ce corps qui m'a tout donné me reprend tout, mais je le remercie. Il m'a porté sur les scènes du monde, qu'il parte en paix. Il y consigne ses souvenirs, ses regrets, ses joies. Il parle à ses filles, à sa femme, à ses amis perdus de vue. Il évoque ses rôles, ses échecs,
ses succès, il parle surtout du temps, ce temps qui lui échappe, ce temps qu'il veut ralentir par l'écriture. Le cercle fermé, ceux qui savaient, très peu de personnes furent de mises au courant. Nathalie Péchala, son épouse, est la première à apprendre la vérité. Le choc est immense, mais ensemble, ils font un pacte. Pas de larmes, pas de commisération. Ils vivront chaque jour comme un adieu discret, mais lumineux. Ces deux filles, nées de relations précédentes, ne découvrent la gravité de la situation que plus tard. Jean voulait les protéger. Il écrit à chacune une lettre personnalisée, scellée et confiée à son notaire. Pour ses amis les plus proches, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Michel Hazanavicius, il ne dit rien. Il continue à plaisanter dans leurs messages. À leur insu, ils deviennent les destinataires de ses ultimes sourires. Une caméra éteinte, son dernier tournage secret. Dans un geste à la fois symbolique et intime, Jean Dujardin décide de tourner un dernier court-métrage autoproduit en huis clos. Le film, intitulé Dernière prise, ne sera jamais projeté publiquement conformément à ses souhaits. Il y incarne un homme seul, assis face à une caméra, qui parle au spectateur invisible de ses peurs, de ses colères, de ses souvenirs. Les plans sont épurés, aucun effet, aucune musique, seulement sa voix, brisée par moments mais d'une sincérité bouleversante. Il y a une solitude dans la fin, mais elle est pleine de monde. Je vous entends, je vous vois, vous m'avez tant donné. Ce film, aujourd'hui conservé par sa femme, pourrait un jour voir le jour en guise d'hommage. Pour l'instant, il reste une capsule du silence, une offrande. La lettre à la France ? Un adieu national. Quelques jours avant que son état ne se dégrade irrémédiablement, Jean écrit ce qu'il appellera « Ma lettre à la France ». Un texte manuscrit de 4 pages dans lequel il remercie son pays, ses spectateurs, ses collègues, mais aussi ses critiques. La France m'a tout donné, des planches, des salles obscures, des éclats de rire, des silences. Je pars sans haine, sans peur, juste avec de la gratitude. Dans cette lettre, il parle aussi de l'état du cinéma, de la nécessité de préserver l'art face à la marchandisation. Il y glisse une prière laïque, que le cinéma reste un lieu de vérité. Cette lettre sera rendue publique le lendemain de sa mort, dans Le Monde, Libération et Le Figaro simultanément. La France pleurera, en silence, en lisant ces mots simples et justes. Le temps suspendu, ces derniers jours, à mesure que la maladie progresse, Jean perd l'usage de ses jambes, puis de ses mains. Il dicte alors ses dernières pensées à sa femme, qui les retranscrit dans un carnet. Il continue de plaisanter et de rire parfois. Un jour, en voyant son reflet dans une vitre, il dit « Je ressemble à un acteur en fin de carrière dans un film de Lelouch. Il ne manque plus que la musique d'Aznavour. » Il regarde des vieux films, revoit ses classiques, Les Enfants du Paradis, Un singe en hiver, Les Tontons flingueurs. Il écoute Léo Ferré, il demande qu'on lui lise du Camus et du Prévert. Il relit ses propres scénarios. Il ferme parfois les yeux longtemps, comme pour photographier chaque instant. Le moment exact. Ses dernières paroles. Le 3 novembre 2025, dans la nuit, Jean Dujardin s'éteint dans sa maison entouré de sa famille. Quelques heures avant, il a prononcé ses dernières paroles chuchotées à l'oreille de sa femme. « Ne pleure pas, je pars en paix, je t'ai tout dit, le reste est dans les cahiers. » Ces mots resteront gravés dans le cœur de Nathalie Péchala, qui les confiera plus tard à ses filles, puis aux médias avec une pudeur infinie. L'annonce au public. Un pays sous le choc. Le 5 novembre, au matin, un communiqué sobre est publié. Jean Dujardin s'est éteint paisiblement entouré des siens. Sa famille demande le respect de son intimité. Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité. Les hommages affluent, le monde du cinéma est en état de sidération. Alain Chabat tweet « Un frère est parti ». Marion Cotillard publie une photo en noir et blanc, sans légende. Le président de la République, dans un message solennel, salue « Un artiste immense, un homme libre, un Français debout ». Les révélations posthumes, la découverte des carnets, quelques semaines après sa mort, à la demande expresse de Jean, sa famille publie un recueil de ses écrits intitulé « Avant de me taire ». Le livre devient un best-seller instantané. Il contient des extraits de ses lettres, des pensées philosophiques, des anecdotes de tournage, des mots tendres. Il n'y a pas de plus belle scène que celle où l'on quitte sans bruit. Les critiques saluent un témoignage bouleversant. Les lecteurs y voient une leçon de courage. Les jeunes comédiens y puisent de l'inspiration. Jean Dujardin, une dernière fois, touche le cœur de la France. L'écho des adieux, un silence qui parle encore. Jean Dujardin est parti, mais il parle encore, dans ses films, dans ses mots, dans le souvenir d'un regard malicieux, d'une voix grave, d'un rire éclatant. Il n'a pas choisi la manière dont il partirait, mais il a choisi comment, avec élégance, avec dignité, avec vérité. Ce chapitre se referme comme une scène finale. Rideau, mais la salle reste silencieuse, le public ne bouge pas, car quelque part dans le noir, on entend encore sa voix. L'onde de choc, un pays en deuil, un monde en hommage. La disparition de Jean Dujardin ne fut pas un simple fait divers médiatique, ce ne fut pas un titre fugace dans les journaux, un nom parmi tant d'autres dans la rubrique nécrologique. Non,
Ce fut une secousse, une onde de choc, un tremblement profond dans le cœur de la culture française, car plus qu'un comédien, plus qu'un visage familier, Jean Dujardin était devenu un miroir. Le miroir d'une France à la fois rieuse et mélancolique, arrogante et pudique, légère et grave, ce chapitre raconte les jours qui suivirent son départ. Comment une nation a pleuré, comment le monde a salué, et comment, au-delà des larmes, est né un héritage vivant. La France se fige, le silence collectif. Lorsque la nouvelle tombe le 5 novembre au matin, c'est un choc brutal. Les radios interrompent leur programmation pour annoncer la disparition de Jean Dujardin. Les émissions de télévision reprogramment des hommages en urgence. Sur les réseaux sociaux, une marée de messages afflue. Hashtags, photos, extraits de vidéos, mais surtout, silence. Beaucoup d'internautes publient simplement une image, celle de Jean, souriant, regard tourné vers l'horizon. Aucune légende, le silence devient hommage. À midi, un moment de recueillement spontané s'organise devant le théâtre du Châtelet à Paris. Des anonymes viennent déposer des fleurs, des lettres, des tickets de cinéma. Des enfants laissent des dessins de Brice de Nice. Des vieillards pleurent doucement en relisant ces citations. Le monde du cinéma en deuil, témoignage poignant. Le premier à s'exprimer publiquement est Michel Hazanavicius, son réalisateur fétiche. « J'ai perdu mon frère de cœur, Jean avait le génie de rendre l'absurde sublime. Il n'était pas qu'un acteur, il était un souffle. » Alexandra Lamy, son ex-compagne, écrit un message bouleversant. Pendant des années, nous avons ri ensemble, vécu ensemble, grandi ensemble. Je garderai à jamais ton rire. Et tes silences aussi. Guillaume Canet, Marion Cotillard, Omar Sy, Léa Seydoux, tous témoignent d'un homme discret, fidèle, profond. Les réalisateurs internationaux saluent sa performance dans The Artist. Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Woody Allen, Ken Loach. Même Hollywood, pourtant si lointain, pleure. Un hommage particulier vient de Georges Clooney rencontré à Cannes. Jean était la classe à la française, mais avec une âme de vagabond. Il me manque déjà. Les médias étrangers saluent l'élégance française. La disparition de Jean Dujardin franchit très vite les frontières. The New York Times titre « The artist is gone, but his silence echoes forever ». El País parle d'un « monstre sacré discret ». La Repubblica salue un poète du geste, héritier de Mastroianni et Tati. BBC lui consacre une émission spéciale diffusant un montage de ses plus beaux rôles. Partout dans le monde, les critiques évoquent un acteur unique, capable de jouer dans le registre comique le plus absurde comme dans le drame le plus subtil. Et surtout, un homme dont la vérité transcendait la performance. La cérémonie secrète, un adieu intime. Fidèle à ses volontés, les funérailles de Jean Dujardin se tiennent dans l'intimité absolue au cimetière marin de Guétari. Une cérémonie simple, sans caméra, sans discours officiel. Nathalie Péchala, ses filles, quelques amis proches, c'est tout, pas d'éloges, pas de fleurs imposantes, seulement une boîte de bois clair, un carnet noir posé dessus, et la mère à perte de vue. La rumeur dit que sa fille l'a chanté « La vie en rose » en chuchotant, que son frère a lu un extrait de Camus, que Nathalie a déposé dans le cercueil un billet de théâtre datant de leur première sortie ensemble. Rien de plus, tout en silence, comme il l'aurait voulu. L'exposition Jean, mémoire d'un homme libre. Le musée du cinéma à Paris annonce peu après sa mort une exposition hommage intitulée simplement Jean. Elle ouvre ses portes 3 mois plus tard et bat immédiatement des records de fréquentation. On y retrouve des costumes originaux, OSS 117, Brice de Nice, The Artist, ses cahiers personnels, des extraits inédits de ses films non publiés, des lettres de fans sélectionnées parmi des milliers reçus après son décès. Le clou de l'exposition, une salle circulaire où l'on peut entendre ses enregistrements vocaux posthumes projetés dans le noir complet. La voix de Jean, grave et calme, y lit ses propres textes. Un moment suspendu. Si vous m'entendez encore, c'est que j'ai bien joué mon dernier rôle. Merci d'être resté jusqu'au bout. Les écoles de théâtre, les jeunes générations et l'effet Dujardin. Dans les mois qui suivent sa mort, les inscriptions aux écoles de théâtre explosent. Beaucoup de jeunes évoquent de Jean Dujardin comme modèle. Non pas pour la célébrité, mais pour son intégrité artistique, son humour, son humilité. Des professeurs analysent ses scènes, dissèquent sa diction, sa gestuelle, sa précision. Dans les cours de conservatoire, on monte des scènes de « Un balcon sur la mer », on revisite The Artist, on étudie ses monologues. Une élève de 16 ans déclare dans une émission « Il m'a donné envie de devenir comédienne. Parce qu'il ne jouait pas, il vivait. » La famille Dujardin, gardienne de sa mémoire Nathalie Péchala, dans sa première interview télévisée après le décès, prend la parole sur France 2, les larmes discrètement contenues. « Jean m'a tout dit avant de partir, il m'a préparé, il m'a dit qu'il fallait continuer. Alors je vais le faire, mais à ma façon. » Elle annonce la création de la Fondation Jean Dujardin dédiée à l'accès au théâtre pour les jeunes issus de milieux défavorisés, la préservation du patrimoine cinématographique français, l'aide aux artistes malades ou isolés. Le premier gala de la Fondation, organisé à Cannes, réunit toute l'élite du cinéma. Les bénéfices,
atteignent des records. Jean aurait rougi. La sortie du livre posthume, Les silences de Jean. 6 mois après sa mort, paraît un livre posthume intitulé Les silences de Jean, édité par Gallimard. Ce recueil rassemble ses dernières réflexions, lettres, fragments poétiques, aphorismes et pensées intimes. Quelques extraits deviennent viraux. Le succès, c'est comme un rayon de soleil. Il éclaire, mais il brûle aussi. Si je devais recommencer, je rirais encore plus. Et je parlerais encore moins. Ce que je laisse, un rire peut-être, et un soupir. Le livre est traduit en 28 langues. L'analyse des critiques, au-delà du comédien, un philosophe, certains critiques littéraires vont jusqu'à comparer ses écrits au carnet d'Albert Camus ou aux pensées de Cioran. Ils découvrent chez Dujardin une maturité existentielle que peu soupçonnaient. L'universitaire Marianne Lemoine écrit dans Le Monde des livres « Derrière le masque comique, il y avait un penseur, pas un intellectuel. Un penseur du quotidien, du tragique léger, de l'humour profond. Un débat s'ouvre, et si Jean Dujardin avait été plus qu'un acteur, un poète silencieux de son époque, une mémoire vivante, l'homme qui ne voulait pas devenir une statue. Il avait refusé les décorations, il avait décliné la Légion d'honneur, il ne voulait pas de statue ni de boulevard à son nom. Mais malgré lui, la postérité s'invite. À Antibes, sa ville de cœur, une salle de théâtre est renommée Salle Jean Dujardin. À Paris, un ciné-club lance les Nuits du Jardin mensuelles. À la télévision, une série documentaire retrace sa vie. Mais plus que tout, c'est dans les cœurs, dans les rires, dans les silences, que Jean Dujardin continue de vivre. Il n'est pas un monument, il est un souvenir en mouvement. L'éternité d'un silence, ce que Jean Dujardin nous a appris sur la vie, l'art et la mort, il est des adieux qui résonnent comme un cri, d'autres comme un murmure. Celui de Jean Dujardin fut un silence lourd de sens, empli d'élégance, de gratitude, d'humour discret et de vérité. Il n'a pas choisi de mourir, mais il a choisi comment mourir. Et à travers ce choix, à travers ses gestes, ses mots, ses absences, il nous a offert une leçon universelle. Une leçon sur ce qu'est un homme, ce qu'est un artiste, ce qu'est un héritage. Ce chapitre est un hommage ultime, non pas à l'acteur, mais à l'homme derrière le sourire, au regard derrière la caméra, à l'âme derrière le rôle. Une conception rare de la célébrité Jean Dujardin n'a jamais aimé la lumière pour elle-même. Contrairement à bien des figures de son époque, il n'a jamais recherché la reconnaissance tapageuse, les interviews incessantes ou les gros titres. Il fuyait les plateaux quand il n'avait rien à dire, évitait les talk-shows où tout devenait spectacle, se méfiait des paillettes. Le succès, c'est comme une vague. Si tu veux surfer dessus, tu dois garder l'équilibre. Si tu veux t'y baigner, tu te noies. Il avait cette pudeur rare de ceux qui savent que le vrai talent n'a pas besoin de s'afficher. Il se contentait d'exister, avec finesse, dans son art. Il passait d'un sketch burlesque à un rôle dramatique sans explication. Il n'avait pas besoin de justification. Il incarnait ce que beaucoup oublient dans l'industrie, la sincérité. L'art comme acte de présence. Pour Jean Dujardin, jouer n'était pas un métier. C'était un acte de présence. Être là, vraiment, dans l'instant. Vivre une émotion devant la caméra comme on la vit dans la vie. Il n'aimait pas surjouer. Il disait souvent « Le silence est le meilleur partenaire de jeu. Il t'oblige à exister. » Ses rôles dans The Artist, Le bruit des glaçons, Un balcon sur la mer en témoignent. Il savait que le corps parle mieux que 1000 mots, que les yeux racontent ce que les dialogues trahissent. Il avait cette économie de gestes et cette densité d'âme que seuls possèdent les plus grands. Le courage du retrait. Dans un monde où chaque absence est suspecte, où disparaître des radars médiatiques est interprété comme un déclin, Jean Dujardin a choisi le retrait volontaire. Il s'est effacé pour se recentrer, pour écrire, pour vivre pleinement les derniers battements de son cœur. Ce courage est rare. Il faut être immensément fort pour refuser la scène quand elle vous réclame. Il faut être immense pour dire « j'ai assez donné, à vous maintenant ». Il ne s'est pas accroché à la lumière. Il s'est retiré avec grâce, à contre-courant d'une époque obsédée par la visibilité. Il a rendu le silence noble. Une spiritualité discrète mais profonde. Jamais Jean Dujardin ne s'est affiché comme croyant, pratiquant ou mystique. Et pourtant, ses derniers écrits révèlent une spiritualité profonde, une quête d'apaisement, une foi dans l'invisible. Il évoque la mort non comme une fin mais comme un passage, une transition vers ce qu'il appelle la pièce suivante. Ce qui meurt, c'est la peau, le souffle, le muscle. Mais le regard, l'intention, le lien, ça reste. Il ne craignait pas la mort. Il craignait l'oubli inutile, le bruit après la disparition. Il voulait que sa mémoire serve, qu'elle inspire, qu'elle accompagne, non qu'elle encombre. L'humour jusqu'au bout, une dernière pirouette. Même au seuil de la mort, il a gardé son humour, un humour tendre, souvent absurde, mais toujours bienveillant. À un médecin qui lui demandait s'il souffrait, il aurait répondu « Seulement quand je vois mes vieux films ». À sa fille, un soir, il dit « Si je reviens en fantôme, je veux que ce soit dans ta chambre. Je te tirerai les oreilles si tu rates ton bac. »
Et dans une note glissée dans son carnet, « Si vous entendez un rire dans le vent, ne cherchez pas, je vous regarde ». Cet humour fut sa résistance, sa manière de défier la maladie, sa manière de dire « je suis encore vivant », même en partant. Le pouvoir de la transmission. Jean Dujardin ne laisse pas qu'un nom dans le marbre, il laisse un feu qui brûle dans les jeunes comédiens, dans les spectateurs, dans les enfants qui découvrent ses films aujourd'hui. Il laisse une manière d'être, une éthique, une humanité. Des écoles portent déjà son nom. Des enseignants citent ses textes. Des parents montrent The Artist à leurs enfants comme on montre les enfants du paradis. Sa mémoire circule, se transmet, inspire. Il a rejoint cette caste rare, celle des héritiers invisibles, ceux dont la trace n'est pas matérielle mais spirituelle, ceux qui nous rendent du meilleur. L'amour comme ligne de fuite. À travers ses dernières lettres, on découvre un homme profondément amoureux. De sa femme, de ses filles, de la mère, de la langue française, de la vie, même dans la douleur. À Nathalie, il écrit « Tu as été ma scène préférée, la seule où je ne jouais pas. » À ses filles « Soyez libres, soyez tendres, soyez fidèles à vos folies. » Il croyait à l'amour comme dernier refuge, comme dernier sens. Il ne s'est pas battu pour vivre quelques jours de plus. Il s'est battu pour aimer un jour de plus. Regarder un coucher de soleil, entendre une voix familière, lire une phrase, poser une main. Une France orpheline, mais grandie. La mort de Jean Dujardin a laissé un vide. Mais elle a aussi révélé une France capable de gratitude, de silence, de beauté. On l'a redécouvert à travers ses œuvres. On a redécouvert le cinéma. On a redécouvert la force des mots justes. Un critique écrivait « Dujardin nous a rappelé que l'élégance n'est pas un costume, mais une manière d'exister. » Un professeur de lettres. En une vie, il a incarné Molière, Prévert, Audiard, Camus, à sa manière. Un enfant, dans une lettre adressée à sa famille, a simplement écrit « Merci Monsieur Jean, grâce à vous, j'ai envie de faire rire et réfléchir. Ce qu'il nous reste, les silences parlants, au fond, que reste-t-il? Des films, des écrits, une voix, des souvenirs? Oui, mais surtout, une manière de vivre le silence. Dujardin n'est pas mort dans le vacarme, il est parti dans la retenue. Et ce silence qu'il a laissé, il nous l'a appris à entendre. Il nous a appris à chérir l'instant, respecter la discrétion, rire sans blesser, partir sans fracas. Conclusion, une lumière dans le noir, Jean Dujardin a quitté la scène. Mais il n'a pas tiré sa révérence. Il a juste éteint la lumière, doucement, pour nous laisser voir autrement. Pour que l'on découvre dans le noir ce que lui voyait déjà, la beauté fragile de la vie, l'humour comme lien, l'amour comme ultime vérité. Dans le générique de sa vie, il aurait peut-être écrit « Avec vous j'ai ri, avec vous j'ai pleuré, maintenant à vous d'écrire la suite. Moi je vous regarde en silence. »